Allô, allô, est-ce que tu m'entends? Tu m'entends bien? Test. Test, deuxième micro. Troisième, 1, 2, 1, 2. Quatrième, est-ce que tu m'entends bien?
1, 2, test micro. Test. Rediffusion Chapsal. Sorel. Test. 1, 2. Test. Ok, parfait.
Pas mal. Est-ce que tout va bien? Oui? Bon. Madame la ministre, chère Rima Abdul-Malak, Madame la présidente de la FNSP, chère Laurence, Monsieur le doyen, cher Philippe, Madame la directrice exécutive, chère Anne Solène, chères étudiantes, chers étudiants. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous. Vous êtes ma 14e rentrée solennelle, puisqu'il y a les rentrées des campus, les rentrées de chaque école. Et je suis très heureux de vous accueillir pour plein de raisons. D'abord parce que vous êtes une cohorte importante, 915 étudiantes et étudiants, venant de l'un des 4 masters qui sont proposés et représentant 54 nationalités. Je voudrais m'arrêter un instant sur ces 54 nationalités. C'est ce qui fait l'ADN de Sciences Po, clairement. Aujourd'hui, nous avons 50% de nos étudiants qui sont internationaux. C'est beaucoup plus que la plupart des grandes facs internationales. À Cambridge ou à Oxford, ils ne sont que 30%. Et c'est aussi 500 partenariats avec des universités internationales. Et ce sont aussi des engagements, des stratégies au cœur du projet pédagogique. Par ailleurs, pour nous, il y a un niveau de sélection très important. Donc vous êtes, à ce titre, félicités pour votre réussite, puisque vous avez intégré, je ne vais pas dire le saint des saints, parce que ça ferait très immodeste, mais vous avez intégré en tout cas une très belle école, Sciences Po, et une très belle école, l'école d'affaires publiques. En cette journée solennelle, et en cette année solennelle, puisque nous fêtons nos 150 ans, je voudrais juste, notamment pour celles et ceux qui ne viennent pas de Sciences Po, qui ne viennent pas du collège universitaire, vous rappeler une toute petite histoire. En 1870, vous le savez, la guerre éclate entre la France et la Prusse. C'est une défaite en rase campagne, à la fois militaire mais aussi intellectuelle pour la France. Et il y a des hommes et des femmes qui réfléchissent à un réarmement de la France. Un réarmement ne veut pas simplement dire un réarmement militaire, mais aussi un réarmement intellectuel, un réarmement culturel. Et Émile Boutmy, qui a donné son nom à cet amphithéâtre, fait partie de cela. Il souhaite créer en 1872 l'école libre des sciences politiques, l'adjectif libre est évidemment très important, qui deviendra Sciences Po en 1945, à partir de quelques constats. D'abord, il considère que les élites françaises sont rabougries, obsidionales, pas ouvertes, et que c'est d'abord à cause de ces élites françaises que la défaite est survenue. D'une certaine manière, à la défaite militaire, s'est adjointe une forme de défaite de la pensée. Et donc, il a pensé une nouvelle université, avec des nouvelles ambitions pédagogiques, pour former celles et ceux qui auraient la lourde responsabilité de bâtir les fondations de la Troisième République. Il décida donc de créer une école fondée sur 4 piliers principaux, qui sont très importants et que vous allez éprouver au cours de votre scolarité. Le premier pilier, c'est l'interdisciplinarité. C'est unique. Quand on parle de Sciences Pipo, vous avez déjà entendu parler de Sciences Pipo, ce sont des gens qui considèrent que parce qu'on fait plein de choses, on n'en fait aucune. Mais la réalité d'aujourd'hui, c'est que dans le monde complexe dans lequel on est, si on ne fait pas dans l'interdisciplinaire, alors on fait du pipeau. Parce que le monde est devenu tellement complexe, il l'était déjà en 1872 lors de la création de Sciences Po, je vous laisse imaginer le niveau de complexité en 2022. Donc d'abord, le premier pilier, c'est l'interdisciplinarité, mêler toutes les sciences humaines et sociales, l'histoire, l'économie, le droit, la science politique, avec une approche internationale. Le deuxième pilier, c'est évidemment l'ouverture internationale et avoir une approche comparatiste. L'approche comparatiste, ce n'est pas simplement une connaissance internationale, c'est aussi une forme de modestie cognitive, c'est-à-dire qu'on va chercher ailleurs d'autres modèles. On considère qu'avoir des œillères franco-françaises, ce n'est pas la meilleure manière d'avancer. Et donc ce comparatisme est au cœur aussi du projet de Sciences Po depuis son origine. La troisième chose, c'est le fait de mêler le meilleur des savoirs universitaires et le meilleur de la pratique, en ayant, et c'est une spécificité à Sciences Po, à la fois des chercheurs, nous avons 280 chercheurs permanents, enseignants-chercheurs permanents, et 4500 vacataires, parmi lesquels beaucoup de professionnels. Enfin, le quatrième pilier, des méthodes d'apprentissage pédagogique renouvelées. On parlait déjà, sans le dire, de reverse pédagogie, puisqu'il y avait cette dimension-là, avec en plus le travail en petits groupes. L'ambition d'Émile Boutmy, qui est toujours la nôtre, c'était d'allier, sans les opposer, un cadre de pensée qui mêle savoir et action. Alors aujourd'hui, mes chers amis, vous êtes non seulement, je vous l'ai dit, 915, mais vous êtes surtout au sein d'une communauté beaucoup plus grande de 15 000 élèves, dont la moitié d'étrangers, je vous l'ai dit, avec plus de 1400
salariés, 5000 enseignants vacataires et près de 100 000 alumni, donc vous appartenez dorénavant à cette communauté. Chers étudiantes, chers étudiants, vous êtes les dignes héritiers, héritières de ce projet. Et les lignes de force d'Émile Boutmy, en fait, sont toujours valables, notamment, en particulier pour l'école d'affaires publiques. Pourquoi ? D'abord parce que nous voulons vraiment être l'université internationale de référence sur la combinaison des savoirs interdisciplinaires fondamentaux et de l'expertise professionnelle. Et vous allez voir qu'à l'EAP, c'est exactement ça que l'on vous propose. Ensuite, nous voulons évidemment former des professionnels éclairés et engagés. Engagés, c'est important. Vous savez qu'il y a 20 ans ou il y a 30 ans, on pouvait conseiller pour rentrer à Sciences Po de faire des plans en 2 parties. Si par certains aspects, grand 1, grand 2, il n'en demeure pas moins que. Et à l'arrivée, qu'est-ce que vous pensez au fond ? Ça, on n'en veut plus. Il faut que vous soyez engagés, vous pouvez avoir des opinions, il faut les étayer, il faut les documenter, il faut les défendre, mais ayez des opinions, soyez engagés. Enfin, évidemment, cet engagement, c'est aussi d'avoir des acteurs et des actrices citoyens capables de dessiner une société plus juste et plus durable. Donc, à l'EAP, certes, on prépare des concours, excellemment d'ailleurs, parce que dans ce qu'était encore l'ENA l'année dernière, 76% des admis et des admises venaient de Sciences Po, donc on prépare excellemment au concours, mais on fait aussi beaucoup d'autres choses. On s'ancre dans les sciences humaines et sociales, c'est fondamental. On a notamment, sur toute une série de transitions, des programmes très spécifiques. Je pense aux transitions numériques et aux transitions environnementales. Vous allez voir que le programme pédagogique est réformé. Parce que sur ces sujets, je pense notamment au changement climatique, d'abord, je pense qu'il n'y a pas plus de génération future. Quand on parle de génération future, c'est un moyen de reporter, un moyen dilatoire de reporter les missions et les tâches qui doivent être accomplies. Vous êtes déjà ces générations futures, c'est la raison pour laquelle nous voulons approfondir les apprentissages dans ce domaine, notamment à l'école d'affaires publiques. Cela relève évidemment d'une forme éthique, mais aussi d'exigences professionnelles nécessaires. Ensuite, évidemment, nous avons aussi des formations qui combinent l'acquisition de savoirs théoriques et pratiques et des compétences professionnelles. Vous aurez la chance, à l'EAP, d'avoir plus de 800 chercheurs et professionnels à votre disposition, des masterclass thématiques dans chacune des 11 spécialités, et puis, je vous le disais, cette approche technique, il y a un polysyllabe qui vous permettra d'imaginer des solutions à des problématiques concrètes. Tout ça, ça repose évidemment sur des femmes et des hommes. En premier lieu, votre excellent doyen Philippe Martin, avec sa directrice exécutive Anne-Solène Deroux et toutes les équipes. Je vous demande, en avance de phase, parce que vous allez voir à quel point ils sont compétents, de les applaudir aujourd'hui. Et puis j'ai le privilège de l'âge. J'étais là il y a un peu plus de 20 ans, et je voudrais vous donner un conseil. Il faut profiter. Un peu, beaucoup, passionnément. Il faut profiter parce que ça passe vite. Il faut profiter parce qu'ici, ce n'est pas qu'un lieu d'enseignement, c'est aussi un lieu, je vous l'ai dit, d'engagement. Il y a des centaines d'associations, donc engagez-vous et allez à la rencontre d'autrui. C'est très important. Sciences Po est fondée sur cette diversité sociale. Nous atteignons quasiment 30% de boursiers. Géographique, les Parisiens ne sont plus que 10%. Et international. Et ça, c'est vraiment très important. Nous pensons au lieu de rencontre de l'autre, et c'est sur cette différence que nous pensons que l'excellence peut naître. Nous n'opposons pas excellence et différence, excellence et égalité des chances. Donc nourrissez-vous de ces différences, ayez toujours cette curiosité intellectuelle, et c'est la raison pour laquelle nous sommes très heureux d'accueillir la ministre, Madame la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, pour la rentrée de votre école. Alors, évidemment, le monde qui est le nôtre est un monde en perte de repères, avec un risque fort d'entropie, où les antagonismes politiques, religieux et communautaires sont de plus en plus violents. Et dans ce cadre, face à la vacuité de beaucoup de récits qui étaient structurants auparavant, la culture et l'art, nous le pensons à Sciences Po, sont de puissants leviers pour recréer un projet commun, pour construire des ponts, et notamment notre présidente Laurence Bertrand d'Orléac porte cette ambition que je partage évidemment fortement. La culture, ce n'est pas ce qu'il reste, ou seulement ce qu'il reste une fois qu'on a tout oublié, c'est un viatique, c'est une colonne vertébrale dans un monde en proie, encore une fois, à la division. Et je suis évidemment très heureux, à la fois à titre personnel et pour notre institution, d'accueillir notre ministre de la Culture, d'abord parce que j'ai eu la chance de travailler avec elle, et que je peux vous dire que c'est un vrai plaisir de travailler à ses côtés, de travailler avec elle.
Elle a un parcours assez fantastique, puisque je le retrace en 2 minutes. Elle a été à l'ONG Clowns sans frontières, elle a travaillé longtemps à la ville de Paris, elle a été attachée culturelle à New York et conseillère culture du président de la République. En fait, quand vous voyez tout ça et quand vous connaissez son parcours, ses origines, quelles qu'elles soient, c'est une représentante d'une culture ouverte, encore une fois pas obsidionale, une culture internationale. Et cette ouverture fait qu'elle aime aussi bien l'opéra que le rap, et, parce qu'elle m'a demandé quand même dans mon bureau si j'avais des disques de rap, et par ailleurs, cette ouverture est manifeste parce qu'elle a été, dans son premier festival, c'était le Hellfest. Je ne sais pas si vous connaissez le Hellfest. Elle est allée au Hellfest et elle a eu le droit à son selfie avec les Guns N' Roses. Voilà, donc ça montre une ouverture culturelle très forte, et c'est la première raison, évidemment un peu personnelle, pour laquelle je suis très heureux de l'accueillir. Et puis, au-delà, l'exemplarité de son parcours et notre ambition se conjuguent. Nous pensons évidemment que l'art et la culture sont des outils essentiels de transformation du monde. Nous avons invité pour les rentrées solennelles, notamment à Reims, Mohamed Mbougar Sarr, qui a eu le prix Goncourt. Nous avons eu Delphine Orvillers pour le campus de Paris, et nous nous inscrivons dans cette dimension qui considère que les sciences humaines et sociales ont besoin du levier des arts, de la puissance artistique pour se déployer. L'art et la culture sont au cœur de notre projet universitaire, et d'une certaine manière, c'est avec ces outils essentiels que l'on peut décentrer les regards, développer une originalité de la pensée. L'expérience du sensible éclaire la construction de la pensée, de l'action et de l'engagement, que ça aille du cinéma à la musique, de la littérature aux arts visuels. C'est la raison pour laquelle, il y a 5 ans, nous avons créé un programme spécifique, SPIP, sous l'égide de Bruno Latour, expérimentant les arts en politique. C'est aussi la raison pour laquelle nous portons très fièrement le projet d'une maison des arts et de la création qui permettra d'avoir des chaires d'écrivains, des chaires de réalisateurs, des chaires d'artistes pour mélanger culture et sciences humaines et sociales, ce qui représente, encore une fois, dans une société en proie aux divisions, sans doute une nouvelle frontière nécessaire. Et puis, nous allons créer aussi un statut d'artiste au sein de nos étudiants, parce que nous avons beaucoup d'étudiantes et d'étudiants qui ont une pratique artistique très assidue, et donc nous allons créer ce statut d'artiste, comme il existe un statut pour les sportifs de haut niveau, pour permettre à ces étudiantes et à ces étudiants de pratiquer leur art et de suivre leur scolarité. Vous l'aurez compris, nous ne pourrons penser le futur sans construire des imaginaires positifs, sans recréer un récit collectif fort, et il nous faut, d'une certaine manière, comme le disait Godard du cinéma, substituer à nos regards un monde qui s'accorde à nos désirs, et j'ajoute à nos désirs de justice environnementale et sociale. Je vous remercie. Madame la ministre, chère Rima Abdul Malak, monsieur le directeur, cher Mathias, madame la présidente, chère Laurence, chères étudiantes, chers étudiants, alors je vais commencer par avouer immédiatement quelque chose. Je n'en suis pas à ma 14e rentrée solennelle, c'est en fait ma première rentrée solennelle en tant que doyen de l'EAP, et je suis évidemment très heureux de vous accueillir dans cette école, et aussi de me sentir accueilli depuis le 1er mars. J'ai quand même pris mes fonctions il y a un certain nombre de mois dans ce nouveau poste, en particulier grâce aux équipes de l'AEP. Mathias les a mentionnés tout à l'heure et je veux les remercier, et en particulier Anne-Solène Deroux, la directrice exécutive. Donc je voudrais utiliser cette occasion un peu solennelle de cette rencontre, cette première rencontre, pour vous dire quelques mots sur mes projets pour l'EAP et donc pour vous aussi, et puis ce qui a déjà été mis en œuvre ou qui va être mis en œuvre dans les mois qui viennent. Alors, d'un point de vue un peu général, je crois que l'EAP, et Mathias y a fait allusion, doit incarner le renouvellement des affaires publiques, à la fois avec une réflexion transversale fondée sur les résultats de la recherche appliquée. Je reviendrai sur ce point, et je crois que tu y as fait évidemment allusion, et puis aussi une très grande proximité du terrain. Alors j'ai eu une expérience avant d'être doyen de cette école, c'est d'être président délégué du Conseil d'analyse économique auprès des premiers ministres et de la Première ministre. Et d'ailleurs, à cette occasion, je vous avais présenté une note sur la question culture et numérique. Et cette expérience, elle m'a montré quand même qu'il y a une vraie demande très forte d'idées nouvelles
de refondation intellectuelle des politiques publiques, mais qui doit être très fortement ancrée aussi sur le terrain. Et donc je pense vraiment que l'école d'affaires publiques, elle doit être justement ce lieu de formation où on peut traverser les frontières entre le monde de la réflexion académique appliquée et le monde de la décision publique. Alors je vais essayer de vous donner une image que j'ai, un petit peu simplifiée évidemment, de l'EAP, en la décrivant comme un grand I majuscule, avec une base, une ligne verticale et puis une barre transversale en haut du. Alors à la base de l'EAP, donc le I du I majuscule, il me semble quand même qu'il y a deux disciplines assez techniques, mais qui me paraissent fondamentales pour la conduite des affaires publiques. On pourra en discuter, d'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord. Le droit, et évidemment en particulier le droit public, et puis l'économie, mais pas seulement sous l'angle des finances publiques. Et je ne dis pas ça simplement parce que je suis économiste. Alors, je crois qu'on est quand même dans un monde où à la fois la question des normes et des incitations et les interactions entre les normes et les incitations sont essentielles, à la fois pour la décision sur les affaires publiques, mais aussi sur la conduite des politiques publiques. Alors à cet égard, on a décidé dès cette année de créer un cours de droit public dans le tronc commun du master politique publique, et on va aussi créer un cours de droit de la concurrence avec une forte dimension européenne. On va aller plus loin dans les années qui viennent pour que cette base, en particulier donc sur le droit mais aussi sur l'économie, soit déclinée dans les différentes spécialités. Alors, j'en viens à la partie verticale de mon I majuscule, et évidemment ce sont les 11 spécialités qui vous permettent d'approfondir et de vous professionnaliser sur un domaine spécifique. Je crois qu'elles peuvent et elles doivent dialoguer, hein. Ce n'est pas des couloirs de nage séparés. Sur beaucoup de cours, d'ailleurs, vous êtes ensemble. Par exemple, sur la spécialité numérique et culture, on en discutait juste à l'instant avec la ministre. C'est évidemment des questions qui peuvent interagir de manière extrêmement intéressante. Alors, ces spécialités, elles ne sont pas figées, il faut qu'elles évoluent, et d'ailleurs, on réfléchit, et on réfléchira aussi avec vous, à la création de nouvelles spécialités. C'est aussi le lieu de beaucoup de conférences, de masterclass qu'on organise, et je peux vous annoncer déjà la venue de Corinne Lequéré sur le climat, de Laurent Nunez sur la sécurité ou de Gérard Haraud sur la diplomatie. Gérard Haraud qui d'ailleurs va donner un cours au semestre de printemps. Et vous avez aujourd'hui droit à la masterclass, des masterclass évidemment, avec la ministre de la Culture. Il y a enfin une barre horizontale du haut, et je crois que Mathias y a fait beaucoup allusion, c'est justement la transversalité du I majuscule qui correspond en surplomb aux différentes dimensions de notre approche et qui, je crois, fait l'identité spécifique de l'école d'affaires publiques, mais de Sciences Po en fait en général. Vous devez être capable, en sortant de l'école d'affaires publiques, de décider, donc de comprendre les enjeux des affaires publiques avec cette approche transversale. Lorsque j'ai discuté avec un certain nombre de responsables, par exemple au ministère des Finances, mais pas seulement, et aussi des responsables dans le secteur privé, ils m'ont tous dit que ce qui fait la valeur ajoutée de la formation de l'école d'affaires publiques, c'est justement cette transversalité. On attend de vous, et bien évidemment, que sur un sujet, une spécialité, vous puissiez aller en profondeur, et je n'ai pas peur du mot, que vous soyez assez technique sur cette spécialité, et aussi avec des compétences très professionnelles. Mais on attend surtout que vous puissiez réfléchir et agir sur un sujet en mettant en résonance un certain nombre de dimensions. Et je vais en donner quelques-unes. D'abord, la dimension politique. On est à Sciences Po, et en effet, on a parlé des engagements politiques, des engagements associatifs. Il ne faut pas avoir peur de la controverse. Donc, il y a cette dimension politique, évidemment aussi sociale, des enjeux de politique publique qui est essentiel. Et juste un exemple, on va créer un nouveau cours autour de justement des nouvelles pratiques démocratiques. Une autre dimension transversale, alors elle qui est plutôt méthodologique, c'est l'évaluation des politiques publiques. Je crois que dans toutes les écoles d'affaires publiques dans le monde aujourd'hui, cette question de l'évaluation est devenue essentielle.
Et en fait, elle est importante que vous distinguiez pour le secteur public ou pour le secteur privé. Donc j'ai décidé qu'à partir de l'année prochaine, tous les étudiants de l'EAP devraient suivre un cours sur ce sujet. Je ne vous cache pas que ce sont des cours qui requièrent une certaine technicité, mais il me semble que c'est un outil indispensable dans la conduite des affaires publiques. Alors, la dimension sur laquelle vraiment on met un effort particulier en termes d'augmentation de notre offre, et là encore Mathias y a fait allusion parce que c'est une des priorités pour Sciences Po en général, c'est celle de la transition environnementale qui percute toutes les politiques publiques et qui doit donc être présente dans toutes les spécialités. C'est dans ce domaine qu'on va créer en fait le plus de nouveaux cours, European Green Deal dans le master d'affaires européennes, dans le tronc commun du master politique publique sur la transformation écologique au sein du service public et aussi un cours d'économie du climat en français et en anglais. Et j'ai aussi demandé, quand c'est pertinent évidemment, qu'à l'intérieur même de tous les cours, cette dimension soit présente. Une autre transversalité, c'est celle de la dimension européenne. J'ai fait le constat, et on a fait le constat de manière un peu collective, que cette dimension européenne, elle n'est pas suffisamment présente dans vos enseignements. Alors, c'est évidemment pas le cas dans le master d'affaires européennes, mais plutôt dans le master politique publique. Donc, on a créé plusieurs cours de tronc commun du master politique publique sur les enjeux européens, le fonctionnement de l'Europe, au niveau à la fois institutionnel, juridique, politique et économique. Un dernier point qui, je sais, est important pour un certain nombre d'entre vous, c'est celui de la réforme de la haute fonction publique et des concours de la transformation et la transformation de l'ENA en INSP. Alors d'abord, évidemment, pour ceux qui se destinent à ces concours, on va s'adapter et on va évidemment conserver l'excellence de nos préparations. Et Mathias, tu y as fait évidemment allusion à la réussite de l'EAP dans ces concours. Mais l'autre dimension de cette réforme, et elle est importante pour vous, c'est qu'elle crée de nouvelles voies d'accès à la fonction publique que les concours. Et évidemment, notre école, l'école d'affaires publiques, elle est extrêmement bien placée pour vous former pour ce nouveau marché du travail. Je suis aussi conscient que beaucoup d'entre vous, en fait la majorité, petit à petit, vont découvrir, grâce au stage, grâce à l'apprentissage, grâce aussi au Policy Lab, qui est si important et que nous allons développer parce que ça a une place particulière à l'école d'affaires publiques, qu'il existe d'autres voies, évidemment, que le concours ou que la fonction publique pour travailler pour le bien public et sur la question des affaires publiques. Et donc, on va travailler à aussi davantage différencier en seconde année, en particulier dans la spécialité administration publique, la formation pour celles et ceux qui se destinent au concours et celles et ceux qui, au contraire, veulent aller dans d'autres voies. Alors voilà, c'est beaucoup de sujets, et pour échanger sur tous ces sujets, pour aller plus loin, mais aussi sur des sujets d'actualité, je vous fais une proposition. Je vous propose, vous êtes nombreux, mais je vous propose qu'on va le faire sur le long terme, qu'on se rencontre plus souvent. Et donc, je vais vous inviter en petits groupes, environ 2 fois par mois, à des petits déjeuners. Et donc, je vous dis donc à bientôt, à très bientôt pour ces petits déjeuners. On va organiser ça avec Anne-Solène. Et évidemment, ce que je veux vous souhaiter, c'est une année académique faite de bonheur intellectuel, de travail assidu et de surprises inattendues. Madame la ministre, je vous remercie très sincèrement d'avoir accepté cet exercice de la leçon inaugurale de l'EAP, et évidemment au nom de tous, de toutes les équipes de l'EAP, et de tous les étudiantes et de tous les étudiants. Merci. Bonjour. Cher Mathias Vichra, cher Laurence Bertrand d'Orléac, cher Philippe Martin et chère Anne-Solène Deroux, merci beaucoup de cette invitation qui me touche beaucoup. Et merci d'être là si nombreux. Je crois que vous n'avez pas le choix, mais quand même vous avez un peu le choix. En vous voyant sur ces bancs, en imaginant la diversité de vos histoires, de vos parcours, en regardant un peu vos yeux qui pétillent et vos sourires,
je ne pouvais pas m'empêcher de penser à moi, mon arrivée à à l'Institut d'études politiques de Lyon. Parce que quand on est en province, on se croit à Sciences Po, mais en fait, quand on est à Paris, ce n'est pas le cas. Là-bas, on est à l'IEP. Il y a encore des distinctions très ancrées. Donc, quand j'étais arrivée à l'IEP de Lyon, c'était en 1996. J'avais 17 ans. Je venais d'avoir mon bac. J'ai rien fait, j'ai fait direct le bac Sciences Po, enfin l'IEP. Je rêvais de devenir journaliste. Je n'étais pas totalement sûre que c'était ça ma voie, mais c'était l'objectif. Je voulais passer les concours des écoles de journalisme. Et j'arrivais avec, dans mes bagages, une histoire qui est la mienne, qui est aussi faite de traumatisme, on peut le dire comme ça, puisque j'ai grandi au Liban pendant la guerre civile. Ça a quand même marqué toute mon enfance, toutes ces destructions, y compris celle de notre appartement à Beyrouth. Il y avait cette impuissance face au conflit, face à un imbroglio géopolitique, clanique, religieux, enfin, incompréhensible, une absurdité de la guerre. Traumatisme aussi de l'arrivée en France, de l'exil, de l'arrachement à un pays avec ce fantasme d'arriver dans un pays de liberté, d'égalité, de fraternité, de paix, de sécurité qui était la France. Mais découvrant à l'âge de 10 ans, dans une banlieue de Lyon, que la France c'est aussi le racisme, qu'on me dit sale arabe à la cour de récré, qu'on me dit rentre dans ton pays tous les 2 jours et que je ne sais pas trop bien ce que je fais là. Bref, j'arrive à Sciences Po avec tout ça, à l'IEP, pardon, décidément, et sans vraiment le savoir, j'arrive aussi avec en tête le courage de mes parents qui ont cherché par tous les moyens à préserver leurs 3 enfants, à nous donner le meilleur avenir possible et à nous insuffler cette curiosité, cet élan, cette force de vie. Et avec une richesse qui est celle d'avoir 2 langues, ma langue maternelle qui est l'arabe, le français que j'ai appris à l'école au Liban, qui est une école francophone à Jamhour au Liban. S'il y a des Libanais ici, ils savent ce que c'est. Et l'anglais ensuite, qui a été aussi une vraie appétence pour moi, ce qui m'a permis de rentrer au lycée international de Lyon, qui venait d'ouvrir. Et j'avais dans mon jardin secret une nouvelle passion que j'avais développée depuis peu, qui était une passion pour le théâtre. Et ça, c'était arrivé au collège parce que j'ai eu la chance d'avoir un prof de français qui a poussé les tables et les chaises, qui nous a dit de ranger nos manuels, de jamais revenir avec, et qu'on allait faire du théâtre, qui nous a fait lire et jouer du théâtre, qui nous a emmenés au théâtre, et voilà, qui nous a transmis ce goût, cette passion, ce souffle particulier qui est rentré un peu comme effraction dans notre classe. À l'époque, donc j'ai 17 ans, j'arrive à l'IEP, je vous resitue, puisqu'on n'a pas le même âge, on n'avait pas Internet, on n'avait pas les téléphones portables. Et oui. Et pour moi, c'est vraiment cette rencontre avec le théâtre qui a, je peux dire, vraiment sauvé ma vie, qui m'a sorti de ma timidité, de mes blocages, de certaines assignations identitaires qu'on m'imposait, l'assignation à être arabe. Je me souviens même d'un garçon dont j'étais amoureuse secrètement et qui m'avait dit un jour « Mais moi, jamais de la vie, je pourrais sortir avec une arabe. » Ça m'avait fait un espèce de gros choc. Et quand j'allais au Liban l'été en vacances, là-bas, j'étais la française. Je pense que ça parle à certains d'entre vous, un espèce de décalage qui s'instaurait, cette fameuse double absence qu'a su si bien décrire le sociologue Abdelmalek Sayad. Et en fait, c'est grâce à la lecture, grâce au théâtre, à la littérature, que j'ai pu ouvrir mes horizons, entrer dans d'autres univers, adopter les émotions d'autres personnages, entrer dans la fiction pour finalement trouver mon chemin à moi d'émancipation, de liberté. Donc ça a commencé par la culture, mon lien aux autres, ma liberté à moi, tout ça s'est construit par la culture. Et c'est ça qui a forgé, je pense, ce qui est toujours aujourd'hui ma foi dans les artistes, ma foi dans la puissance de la culture, pour élargir nos imaginaires, donner de l'ampleur à nos vies, donner du sens, nous relier à notre passé, toujours, mais sans nous enfermer dedans. Et déjà, à l'IEP de Lyon, j'ai été présidente de l'association de théâtre. J'imagine que vous en avez une ici, enfin, j'espère.
Et en parallèle de mes études, je travaillais dans un centre social où je donnais des ateliers de théâtre pour des enfants. Et en quelques mois, je voyais comment ils grandissaient, ils s'épanouissaient, ils prenaient confiance en eux, ils se saisissaient en fait de cette arme qui rend invincible l'imagination. Je ne vous raconterai pas tout dans le détail de mon parcours, je pourrais y revenir si vous avez des questions après, mais à la sortie de l'IEP, finalement, je n'ai pas fait de concours d'école de journalisme, je n'ai jamais passé un seul concours dans ma vie, je vous le dis tout de suite. J'ai changé de voie, je me suis dit que je n'avais pas envie d'écrire sur ce qui se passe dans le monde, j'avais envie de changer le monde, rien que ça, hein. J'étais totalement utopiste et un peu naïve, mais je m'étais mis cette mission que il fallait essayer d'agir pour changer les choses, et mon obsession c'était d'agir pour les enfants qui souffrent dans la planète à cause de guerres, de catastrophes naturelles, d'injustices, de misère. Donc j'ai intégré un DESS, ça aussi c'est un nom d'une autre époque, c'était les ancêtres des masters, à la Sorbonne en développement et coopération internationale. Puis je suis partie avec le CCFD, le Comité catholique contre la faim et pour le développement. Eux aussi, ils ont changé de nom, je crois qu'ils s'appellent Terre Solidaire, tout le monde change de nom. Je suis partie en Israël et dans les territoires palestiniens. J'ai travaillé là-bas avec des ONG culturelles, dans les camps de réfugiés notamment. Et c'est là que j'ai fait une rencontre décisive avec Mathias Wischra, on a parlé en préambule, mon premier vrai travail, l'association Clowns sans frontières. Alors, les Clowns sans frontières, Clowns Without Borders en anglais, ça existe dans d'autres pays. C'est une ONG très atypique, qui existe toujours aujourd'hui, qui fait un travail formidable, qui organise des spectacles, des ateliers dans les camps de réfugiés, dans les bidonvilles, dans les orphelinats, dans les hôpitaux, et qui amène la magie du spectacle, la force du rire, à des enfants, à des familles qui sont engluées dans de multiples tragédies, et ça les aide à se relever. Ils me proposent de travailler pour eux, là je viens d'avoir 22 ans. Je dis oui, je plonge dans l'aventure, je suis payée au SMIC, mes parents sont catastrophés, tout ça pour ça. Mais qu'importe, avec eux, je pense vraiment que j'ai tout appris. Envoyer un trapèze en Albanie, négocier des visas avec le Soudan, composer des équipes artistiques, chercher des financements, monter des concerts de soutien à l'Olympia, faire un disque avec notre parrain Mathieu Chédid, faire un livre pour les 10 ans de l'association, etc. Et j'ai surtout appris que rien n'est jamais impossible. Quoi, vous voulez faire des spectacles en Afghanistan avec des femmes dans le spectacle? Non mais vous n'allez jamais y arriver. Bah si, on l'a fait, et plusieurs fois. Vous allez aller en Birmanie faire un spectacle sur une place publique, mais c'est interdit. Les rassemblements de plus de 5 personnes sont interdits. Vous allez aller en prison, n'essayez même pas. Ben, on l'a fait, et les militaires qui étaient là pour nous surveiller revenaient le lendemain avec leurs enfants. Et le surlendemain aussi, j'ai vu des mères pleurer de joie parce qu'elles n'avaient jamais vu leurs enfants rire à gorge déployée depuis des années. J'ai vu des orphelins en Moldavie sortir de leur mutisme par la musique grâce à une fanfare qui a travaillé avec eux pendant 2 semaines. J'ai vu des artistes locaux s'affirmer dans leur vocation d'artiste, dans leur liberté de création et s'engager dans leur pays, que ce soit au Rwanda, en Algérie, au Bangladesh et dans plein d'autres pays. Et évidemment, il y avait toujours des grincheux pour nous dire « mais à quoi ça sert ? Vous croyez vraiment que ces gens ont besoin de spectacles, que vous ne devriez pas plutôt financer des hôpitaux ou financer des écoles ? Enfin, franchement, je vous dis ça parce que dans vos métiers futurs, vous entendrez beaucoup ça quand on parlera de culture et de budget pour la culture. Toujours, mais non, d'abord, on met un budget sur telle autoroute, tel hôpital, tel bâtiment, et on verra plus tard s'il reste un peu pour la culture. Bon. Et nous, ce qu'on a montré et ce qu'on a vu avec les Clowns sans frontières, on a réussi à convaincre des partenaires, des mécènes aussi, c'est que oui, bien sûr, toute société a besoin d'hôpitaux et d'écoles qui fonctionnent, on est bien d'accord, mais est-ce qu'on pourrait imaginer une vie sans culture, sans musique, sans rapport à l'art, sans cette puissance de l'imagination qui nous donne ce goût et ce sens de la vie? Moi, toutes les personnes que j'ai rencontrées au cours des missions que j'ai faites avec les Clowns sans frontières, je me suis sentie reliée à elles par ces émotions communes que permet la culture, ce fil invisible, qui est un fil universel. Vraiment, j'insiste sur ce mot. Et je l'ai vu dans tellement de pays, ce fil de la culture, il est universel.
Donc là, une femme qui nous partage un chant de ses ancêtres, là, un homme qui nous déclame une poésie, là, un groupe de jeunes qui reprend une danse traditionnelle avec une musique de variété. J'ai même vu aux Philippines des jeunes qui faisaient du karaoké dans un cimetière, enfin, des choses improbables. Mais toutes ces rencontres, elles ont eu du sens parce qu'il y avait cette émotion commune de la culture. C'est ce qui, je pense, donne aussi à un peuple une histoire commune, un destin partagé. C'est ce qui nous tient comme société. C'est ce qui dure, c'est ce qui laisse des traces, par-delà les tragédies. Et quand même, on en a eu beaucoup des tragédies dans les siècles passés. Et pourtant, les artistes durent, leurs œuvres durent. Et c'est ça qui nous aide aussi à vivre aujourd'hui, à comprendre notre passé, à nous projeter dans l'avenir. Dans ses feuillets d'hypnose écrits pendant la Résistance, René Char affirmait « Dans nos ténèbres, il n'y a pas une place pour la beauté. Toute la place est pour la beauté. » Et cette phrase m'a toujours habitée, et elle m'habite encore plus depuis que je suis devenue ministre de la Culture. Je vous apprends rien, et Mathias Wichra l'a dit dans son introduction, qu'on vit dans un monde de profond dérèglement. On est face à tellement d'urgences, c'est pour ça que j'ai mis le mot urgence dans mon titre, urgence écologique, urgence démocratique, urgence géopolitique, urgence de lutte contre les inégalités. Et on est aussi face à énormément de défiance. Défiance vis-à-vis de la science, défiance vis-à-vis des médias, défiance vis-à-vis du politique. Vous avez peut-être lu d'ailleurs le dernier ouvrage de Luc Rouban, qui est directeur de recherche au CNRS et membre du Centre de recherche politique de Sciences Po, Les raisons de la défiance. À ses yeux, ce qui menace la République, c'est l'anomie, A-N-O-M-I-E, un terme créé par Émile Durkheim qui désigne la désorganisation sociale liée à la disparition de valeurs communes à un groupe. Or, l'anomie, c'est justement le terreau favorable à la violence, le terreau favorable à ce qu'il appelle les accès d'autoritarisme. L'anomie, c'est une perte de repères, à ne pas confondre avec l'anarchie, nous dit-il, qui, elle, relève d'une doctrine politique assumée. Et d'après les enquêtes et sondages du Cevipof, plus d'un Français sur deux n'a aucun repère social ou identitaire aujourd'hui. Luc Rouban a même démontré que les Français sont les champions de la défiance par rapport aux autres pays européens. Ça pose vraiment question. Donc dans ce monde secoué par de multiples crises, dans cette république anomique, au fond, que peut la culture? Que peuvent les artistes? Moi, je suis profondément convaincue que la réponse à ces grands défis, à ces urgences, c'est aussi une réponse culturelle. Je vais essayer de vous donner quelques axes, quelques convictions et quelques chantiers qui sont les miens. Je ne pourrais pas tout brosser parce que ce serait trop long, mais pour vous donner une idée de ce sur quoi je vais travailler dans les mois et les années qui viennent. Si j'arrive à rester plusieurs années comme ministre, c'est pas gagné. Vu la durée de vie des ministres de la Culture à ce ministère, c'est un défi, mais on y croit. Prenons d'abord la lutte contre les inégalités. Je pense que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, en tout cas à moi aussi, et j'ai bien entendu justice sociale dans les derniers mots de Mathias Wichra. Vous l'avez senti de ce que j'ai dit de mon parcours, moi je suis intimement convaincue de l'importance d'initier à la culture, aux sensibles, à l'art, à la musique, dès le plus jeune âge, pour les tout petits, dès l'école et même avant, et aussi d'inciter au développement des pratiques, de pratiquer, d'expérimenter vraiment la culture, pas juste l'accès au sens je consomme de la culture, mais je pratique la culture. Je pense vraiment que plus on s'essaye soi-même à un cours de dessin, un cours de photo, un atelier de théâtre, plus après on aura envie d'aller plus loin et on ressentira encore mieux ces émotions et on développera à la fois un esprit critique et un esprit sensible. Nous, là-dessus, on a le principal chantier qui a été lancé dans le précédent quinquennat, qui est le Pass Culture, cette application que peut-être certains d'entre vous ont utilisé quand vous aviez 18 ans, mais je ne sais pas si ça avait déjà été, je ne sais même pas quel âge vous avez en fait, mais peut-être 18-19 ans, qu'on a essayé de penser pas seulement comme une plateforme d'accès à des billets ou à des sorties, mais vraiment comme une plateforme d'expérience, d'engagement, de découverte, d'expériences inédites dans les musées, dans les festivals,
d'aller voir les artistes en coulisses, de vivre aussi tout un parcours avec différents lieux, de s'exprimer soi-même sur le Pass Culture. Il y a tout un tas de concours et d'incitations à porter sa propre voix artistique. L'éducation artistique, c'est aussi à l'école dans différentes manières, chorale, ateliers, sorties scolaires, et maintenant on va développer le Pass Culture dès le collège pour que les professeurs s'en saisissent et organisent des sorties avec ce budget. Ça sera 25 € par élève par classe à partir de la 4e cette année, à partir de la 6e l'année prochaine, pour inciter le plus possible les enseignants à insérer l'art et la culture dans la vie de leurs élèves. C'est aussi la lecture. Moi, je crois beaucoup à un dispositif qui ne coûte rien à faire, qui s'appelle le quart d'heure de lecture à l'école, qui a été expérimenté en Bretagne grâce à un recteur très engagé là-bas, Emmanuel Etis, et qui avait été initié au départ par une association qui s'appelle Silence, on lit. Et je pense que même pour vous, encore aujourd'hui, s'arrêter 15 minutes par jour pour lire pour le plaisir, pas lire pour vos cours ou pour vos devoirs, mais lire pour le plaisir. Si possible, un livre papier plutôt qu'un livre numérique, mais le livre numérique, c'est bien aussi. Le livre audio aussi, tout est possible. Un quart d'heure de lecture pour le plaisir par jour. Je pense vraiment que si un jour on arrive à ce que tous les élèves de France s'arrêtent un quart d'heure tous les jours pour lire, on change le monde, très honnêtement, parce qu'on change leur concentration, leur rapport aux autres, leur confiance en eux, leur imaginaire va se nourrir. Et je suis sûre qu'on réduit la violence, qu'on facilite leur développement de citoyens. Je crois beaucoup à ça. Et la lecture, on en a fait une grande cause nationale pour toute l'année 2022. On la développe partout, dans l'ensemble des temps de la vie, l'ensemble des champs de la société, et aussi en prison, où nous venons de lancer avec le garde des Sceaux et le Centre national du livre un prix Goncourt des détenus qui commence là, c'est-à-dire que les détenus dans les établissements pénitentiaires vont eux aussi voter, comme le Goncourt des lycéens que vous avez peut-être connu, pour leur prix Goncourt, avec des interventions d'auteurs dans les prisons, avec des séances d'échange, d'écriture. Donc c'est tout un projet qui va se déployer sur les prochains mois. La lutte contre les inégalités, pour moi, ça passe aussi par l'égalité des chances, la diversification des profils des métiers de la culture. Ça, j'y tiens beaucoup. Donc, on va développer des formations nouvelles, que ce soit au métier de l'image, des industries créatives, du cinéma, que ce soit dans le théâtre. Un exemple, par exemple, parlant, c'est au Théâtre national de Strasbourg, le projet Premier Acte qui essaye de diversifier les profils des futurs artistes qu'on verra sur scène pour que les artistes qu'on verra sur les scènes des théâtres ressemblent un peu plus à la diversité de la société française. Ça semble une évidence, mais on a mis beaucoup de temps en France à développer ces projets-là. Dans le cinéma, beaucoup de projets sont exemplaires aussi, qu'on accompagne, qu'on soutient, qu'on va développer notamment à Marseille, mais pas uniquement, avec l'association Mille Visages, l'école Courtrage-May ou la Cinéfabrique qui est basée à Lyon. Autre exemple de chantier que je voulais vous donner, c'est comment répondre à l'urgence écologique par la culture, avec la culture. On ne pense pas tout de suite à la culture quand on pense à l'enjeu de la transition écologique, alors qu'en fait, on a un énorme rôle à jouer. D'abord avec le patrimoine, parce que notre patrimoine, c'est déjà en soi un exemple de durabilité. C'est une inspiration pour penser cette transition écologique. Ça sera d'ailleurs le thème des Journées du patrimoine. Je vous invite à venir visiter tout ce qui sera possible de visiter parmi les monuments le week-end prochain. On a lancé aussi le Loto du patrimoine, dont vous avez peut-être entendu parler, qui permet de mobiliser les citoyens autour de cette loterie nationale pour collecter plus de fonds pour la restauration du patrimoine, mais c'est aussi pour suivre les chantiers et de mobiliser les bénévoles un peu partout en France. Et parmi ces projets, on est très attentif à l'usage de ces bâtiments quand ils sont restaurés. Ce n'est pas restaurer pour restaurer des vieilles pierres, c'est restaurer pour refaire vivre ce patrimoine et le plus possible en lien avec des projets éco-responsables. Par exemple, je vous donne l'exemple d'un moulin à marée de Beauchet en Bretagne qui permet en fait de transmettre l'histoire de cette intelligence des ouvrages maéromoteurs, je ne sais plus comment on dit, tout en construisant un partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux pour faire du site un lieu de sensibilisation à la biodiversité. Autre exemple, le château de Bouillancourt en Série,
qui va être restauré pour accueillir des formations en permaculture, des chambres d'hôtes qui sont, elles, gérées par une entreprise d'insertion de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est vraiment des exemples pour vous dire que le patrimoine est connecté à la vie, aux nouveaux enjeux et aux enjeux climatiques. Via l'architecture aussi, puisque le ministère de la Culture, c'est un réseau d'écoles d'architecture. On a à peu près 20 000 étudiants en architecture, donc c'est colossal. Ce sont eux, les bâtisseurs de demain, ceux qui vont penser le logement, les bâtiments éco-responsables de demain. Donc on a là un vivier pour penser la transition écologique. Le design également, j'étais hier à la remise d'un prix que nous avons lancé avec le Mobilier National pour un concours sur la laine de demain. Parce que figurez-vous qu'en France, 77% de la laine des moutons qui sont élevés pour le lait ou la viande, en fait, c'est de la laine qui est exportée vers la Chine, qu'on ne garde pas en France et dont on ne fait rien, alors qu'en fait, c'est un matériau incroyable pour l'avenir, y compris pour penser la transition écologique. Donc on a lancé ce prix avec le Mobilier National en partenariat avec le Campus des métiers d'art et de design et un collectif qui s'appelle Tricolore, qui accompagne la filière de la laine française. Leur objectif, eux, c'est de passer de 4 à 5% pour la part de laine qui est produite et transformée en France d'ici 2030. Et donc ces jeunes designers des écoles ont réfléchi à des projets pour que la laine devienne ce matériau éco-responsable de demain. Par exemple, j'ai vu des emballages en laine qui sont 1000 fois plus durables et résistants que le plastique et qui peuvent être modélisés à plus grande échelle. Sur le même modèle, on a nous lancé dans le cadre du plan d'investissement France 2030 un appel à projet qui s'appelle Alternatives vertes pour financer des initiatives et des innovations, des expérimentations, par exemple des opéras qui se mettent ensemble pour mutualiser le recyclage de leurs décors. Je pourrais vous en citer d'autres. Si vous avez des questions, je pourrais vous donner d'autres exemples de projets et de chantiers. Je pense au dérèglement du monde numérique et tout ce qu'on porte en matière de souveraineté. Il y a énormément de sujets. Je voudrais aussi parler, si ça vous intéresse, de l'apaisement des mémoires par la culture dans une société qui est en plein tiraillement identitaire, où on a besoin de repères, de liens humains, et comment nous, on fait appel aux artistes pour travailler à l'international comme en France avec nos diasporas sur les sujets liés à l'Algérie, au Rwanda, aux mémoires de la colonisation, etc. On pourra y revenir si ça vous intéresse. J'avais envie de vous citer, pour terminer, un auteur que j'affectionne particulièrement, qui est Édouard Glissant, dans son traité du tout-monde, qui dit « J'appelle cas au monde le choc actuel de tant de cultures qui s'embrasent, se repoussent, disparaissent, subsistent pourtant, s'endorment ou se transforment lentement ou à vitesse foudroyante. Ces éclats, ces éclatements dont nous n'avons pas commencé de saisir le principe ni l'économie et dont nous ne pouvons pas prévoir l'emportement. » C'était en 1997 qu'il écrivait ça. Et, dit-il, j'appelle poétique de la relation ce possible de l'imaginaire qui nous porte à concevoir la globalité insaisissable d'un tel chaos monde, en même temps qu'il nous permet d'en relever quelques détails et en particulier de chanter notre lieu, insondable et irréversible. Cette poétique de la relation, pour moi, ce n'est pas une formule abstraite, c'est vraiment une invitation à répondre à comment notre monde peut devenir habitable, comment agir nous tous dans ce chaos du monde. Et c'est une invitation à poétiser le monde. J'en profite pour vous raconter une petite anecdote que vous avez peut-être vue dans la presse, que ça a été déformé. Mais quand je suis arrivée à l'Élysée en novembre 2019, je me suis rendu compte que mes collègues étaient tellement absorbés par leur travail, n'avaient plus le temps d'aller à des concerts, ni de lire des livres, ni d'aller au théâtre. Et ça m'attristait énormément pour eux. Donc je leur ai proposé, comme je lis beaucoup de poésie, de leur envoyer tous les matins un poème sur leur boîte mail que je choisissais dans toutes mes lectures. Et donc tous les matins, pendant 2 ans et demi, ils ont reçu un mail. Ça leur demandait que 30 secondes ou 1 minute de lecture au milieu du flot, du tourbillon, du reste. Et voilà, c'était une ouverture vers autre chose, un horizon, une idée, un imaginaire différent. Et vous qui allez vous diriger vers des métiers où vous risquez, comme mes collègues à l'Élysée, un jour ou l'autre, de vous retrouver tellement happés par de multiples urgences et réunions et notes,
à vous retrouver dans cette situation. N'oubliez pas qu'il y a toujours ces 21 grammes de poésie qui sont possibles et qui ouvrent les horizons et les cœurs. Poétiser le monde, c'est croire dans le pouvoir de la culture, dans la force de l'imaginaire, dans le rôle crucial des artistes. Mathias Wichra vous a dit de profiter un peu, beaucoup, passionnément, et moi je vous le dis aussi d'en profiter pour la vie culturelle, de la vie culturelle qui est autour de vous ici. Vous avez la chance d'être à Paris, qui est vraiment la capitale culturelle inégalée. Essayez le plus possible de lire, d'aller au cinéma, d'aller au théâtre, ou sinon de lire un poème de temps en temps. Et si j'avais quelques petits conseils à vous donner pour mes 3 dernières minutes, celui-là, je l'emprunte à Bertrand Delanoë, avec qui, comme Mathias Wichra, j'ai eu la chance de travailler. Parce que ça m'arrivait parfois de lui écrire des notes pour lui proposer des choses et de voir revenir la note rayée, écrit dessus en gros « ça manque d'audace ». C'était une bonne claque, mais ça nous obligeait à pousser plus loin la flamme et pas juste l'analyse juridico-technico-administrative, et donc d'aller plus loin. Et donc essayez d'avancer le plus possible avec audace, essayez de trouver ce qui vous passionne. Si vous ne savez pas aujourd'hui, ça viendra. Quels sont vos coups de cœur? Restez ouverts à ce que la vie va vous apporter, développez cette curiosité dont parlait Mathias. Et surtout, ne vous arrêtez pas quand il y aura des obstacles. Dans ce monde des affaires publiques, de ce que j'en vois depuis mes expériences en ambassade, en mairie ou à l'État, toute la journée, on vous dira que c'est pas possible. Non, ça c'est pas possible. Non, ça, c'est impossible. Voilà. Vous l'entendrez, je pense, 20 fois par jour, comme je l'ai entendu quand j'étais à Clowns sans frontières. Ne vous arrêtez pas à ça. Quand j'étais à la mairie de Paris, on nous a dit qu'on n'arriverait jamais à ouvrir les bibliothèques le dimanche. Ça a été un combat de 6 ans. On n'en a ouvert que 6, c'est pas assez. D'ailleurs, Anne Hidalgo n'en a pas fait une de plus. Je referme la parenthèse. Mais on y arrivait quand même. Et si bibliothèques, médiathèques qui ouvrent le dimanche, c'est de la lecture, c'est de l'accès gratuit à des espaces de vie, de refuge. À chaque fois que je passe devant la médiathèque Marguerite Duras que nous avons ouvert le dimanche, j'ai cette fierté que toutes ces heures de négociation, de lutte contre tous ceux qui me disaient que c'était impossible, ça valait le coup. En gros, quoi que vous fassiez, ne devenez pas des gestionnaires, s'il vous plaît. Et si la culture peut vous aider à ça, à pousser cette audace, cultivez-la. Cultivez-la. Et si un jour vous croisez un clown, arrêtez-vous, parlez avec lui, riez avec lui, qui sait, vous deviendrez peut-être ministre de la Culture. Je vous remercie. J'ai tenu mes 30 minutes. Maintenant, je suis à vous. Je vous écoute. Comment ça marche? Il y a des micros, il y a des bras qui se lèvent, des têtes qui bougent. Allez-y. Il y a 2 micros dans les allées, donc vous pouvez aller poser des questions. Il y a des micros en haut. Bon. Les volontaires du haut descendent en bas. Allez-y. Bonjour, merci beaucoup pour cette leçon inaugurale très enrichissante, incroyable vraiment. J'aurais une question. Je pense que la fleur dit déjà beaucoup de choses, mais je viens de Polynésie française, de Tahiti. Et j'avais une question par rapport aux Outre-mer, justement, après la suppression de France O. Qu'est-ce que vous comptez faire en tant que ministre de la Culture pour les Outre-mer, étant donné leur place première face au changement climatique, mais aussi leur éloignement politique et social de plus en plus par rapport à la métropole et à la France? Est-ce que vous auriez des projets ou des idées par rapport à ça pour relancer peut-être un lien à travers la culture vers nos Outre-mer qui ont une place très importante économiquement, socialement et culturellement en France? Merci beaucoup. Merci de cette question.
Un petit mot sur France O déjà, puisque effectivement l'arrêt de France O résulte du fait que l'audience devenait de plus en plus faible d'année en année et que les autres chaînes du service public, comme il y avait France O, faisaient moins de programmes en lien avec l'outre-mer. Donc à un moment, ça devenait un peu absurde d'avoir une chaîne qui cantonnait entre guillemets l'outre-mer là, mais qui n'était pas regardée. Et donc, ce qui a été fait à la place, c'est une charte de visibilité des Outre-mer avec France Télévisions pour augmenter, mais même en fait multiplier, là j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais je pourrais vous les faire passer, la part des programmes, y compris première partie de soirée, y compris dans les journaux d'information, y compris documentaires, fiction, et de démultiplier la place des programmes Outre-mer sur l'ensemble des chaînes du service public. Et ça, je pense qu'on va poursuivre sur cette dynamique, et ça me semble aller dans un meilleur sens que de continuer à perdre de l'audience sur une chaîne quand les autres ne font pas assez. Sur les autres sujets que j'ai évoqués, que ce soit le patrimoine, le soutien à la création, à chaque fois, on a une attention particulière pour les territoires d'outre-mer. Par exemple, dans le loto du patrimoine, tous les ans, il y a des sites qui sont sélectionnés dans ces régions. Je voulais vous parler aussi, j'en profite, d'un programme de commande un peu inédit qu'on a conçu. Donc là, je n'étais pas ministre à ce moment-là, c'était Roselyne Bachelot et j'étais conseillère à l'Élysée, qui s'appelle Monde Nouveau. Et on a essayé de repenser la commande publique pour créer un schéma plus souple qui part des artistes. Et on a créé un comité autour de Bernard Blisten, l'ancien directeur du Centre Pompidou, qui lui-même a réuni plusieurs personnalités, dont un artiste qui s'appelle Julien Creuset, qui vient de Martinique et qui, lui, avait pour mission plus particulièrement d'ouvrir des connexions avec les territoires outre-mer. Et on a eu beaucoup de projets qui se tiennent là-bas, qui vont se développer là-bas, d'artistes choisis de ces territoires. On a aussi proposé, en fait, 3 modalités d'action aux artistes qui postulaient dans Monde Nouveau. Soit un projet qui est en lien avec un site du patrimoine bâti, en lien avec le Centre des monuments nationaux, qui a une centaine de monuments en France. Soit un site naturel qu'ils ont envie d'investir. Donc ça peut être une symphonie, une chorégraphie, un projet design, architecture, pluridisciplinaire, que sais-je, une œuvre d'art plastique, etc. En lien avec le Conservatoire du Littoral, puisqu'on a vraiment travaillé avec le Conservatoire du Littoral sur tout ce patrimoine de la biodiversité, tout ce patrimoine naturel. Et la 3e catégorie qui était possible, c'était des projets libres. Et c'est là où on a vu que beaucoup d'artistes travaillaient en collectif, proposaient des projets autour des notions de soins, de deuil, de mémoire. Et voilà, par rapport aussi à cette perte de sens et à ces dérèglements dont on parlait, on sent que là, il y a un potentiel pour créer des projets. Il y a par exemple une écrivain comme Hélène Frappa qui travaille à Saint-Denis sur les fantômes des morts, un artiste comme Mohamed El Khatib qui travaille à Chambéry dans un EHPAD, et je pourrais vous en citer d'autres. Et donc ce programme de commande, on a mis 30 millions d'euros dans le plan de relance, et ça permet depuis l'année dernière de déployer des projets, 264 projets un peu partout, et un grand nombre dans les territoires d'outre-mer. Voilà quelques réponses. Bonjour. Pardon, je suis là-haut. Bonjour Madame la Ministre. Merci de votre présentation. C'est vrai qu'on entend dans votre discours, et je trouve ça assez réjouissant, une rupture avec l'idée de la culture comme bien non essentiel qui a dominé plutôt le quinquennat précédent. Et c'est vrai que cette exigence de poétiser le monde, je la partage profondément. Mais justement, je voulais vous demander peut-être philosophiquement, parce que vous avez commencé à aborder l'idée de sortir de la consommation culturelle, de réouvrir les imaginaires, leur diversité. Pour moi, il y a un point qui bloque et qui pousse à l'idée d'une rupture, y compris dans la culture. C'est l'idée de sortir justement des logiques concurrentielles, d'appel à projets, de privatisation rampante, de désinvestissement du service public, qui font qu'on laisse les secteurs sous la prédation de prédateurs culturels qui concentrent toujours plus des secteurs qui ont besoin d'une diversité pour vivre et pour respirer. Et notamment d'un engagement de l'État. Quand vous parliez par exemple des métiers de la culture, il paraît évident d'une nécessité par exemple d'un plan d'engagement dans la médiation culturelle de proximité, dans l'éducation artistique culturelle, d'engagement de professeurs, d'aménagement de temps, etc.
Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est nécessaire de sortir de cette logique du temps court, qui est la logique du capital, de la production, pour enfin aller vers le temps long, laisser aux travailleurs de l'art la possibilité d'avoir confiance, d'être subventionnés sur le temps long, d'avoir les moyens de ne pas avoir peur du lendemain pour recréer une diversité des imaginaires? Merci. J'espère que vous savez que la France est le seul pays qui permet ça. Par exemple, est-ce que vous connaissez, en dehors de la Belgique et du Luxembourg, mais c'est des modèles différents, un autre pays qui a l'intermittence du spectacle? Non. L'intermittence du spectacle, c'est justement ça, offrir aux artistes, dans les temps où ils ne travaillent pas, une indemnité chômage pour leur permettre de créer, de réfléchir, de s'inspirer, de répéter, et donc de vivre alors même qu'ils ne peuvent pas être payés. Beaucoup de pays nous envient, enfin beaucoup d'artistes dans d'autres pays, pour avoir vécu aux États-Unis, nous envient par exemple ça. Et pendant la crise sanitaire, c'est pour ça que ça me heurte en fait que vous employiez ce résumé que je trouve un peu caricatural de culture non essentielle pour l'ensemble du quinquennat d'Emmanuel Macron. Il s'est passé quelque chose que tous les pays du monde ont eu à subir, qui est cette pandémie, ce virus du Covid. Il avait cette particularité de se transmettre beaucoup plus dans des lieux clos où on était près les uns des autres. En fait, typiquement les lieux culturels en réalité. Et donc il y avait cet équilibre permanent à trouver entre protéger la santé des gens, éviter la circulation du virus à un moment où on n'avait pas encore le vaccin, où on tâtonnait dans l'analyse de cette pandémie, et de l'autre côté préserver la vitalité culturelle et la vie culturelle de ce pays. Donc il y a eu des moments où on a dû, évidemment ce n'était pas de gaieté de cœur, mettre des couvre-feux, fermer des lieux. Ça a été fait dans tous les pays qui en fait ont géré la pandémie de cette manière-là. Certains ont confiné beaucoup plus longtemps ou beaucoup plus durement. Sauf que nous, on a préservé cette intermittence par une année blanche qui a été ensuite prolongée de 6 mois. On a créé un fonds assurantiel pour les tournages, pour que les tournages puissent reprendre dès le 1er juin 2020, quand aucun autre pays ne reprenait ses tournages, parce que l'État a mis 50 millions pour se substituer aux assurances qui ne voulaient pas assurer les tournages. On a lancé ce programme de commande Monde Nouveau, donc un pays comme la France met 30 millions pour dire aux artistes « allez-y, rêvez, créez, repartez et irriguez les territoires, irriguez les lieux que vous voulez investir ». Oui, alors ça, c'est un appel à projet, mais il faut bien faire un appel à projet pour que les gens postulent. Enfin, je ne vois pas par quel autre moyen on pourrait le faire, mais ce n'était pas un appel à projet contraignant, c'était quelques pages, c'était assez libre. D'ailleurs, on a eu plus de 3500 projets, ça montre bien qu'il y avait un engouement. Je pourrais vous citer beaucoup d'autres projets de ce type. Il me semble quand même qu'on est dans un pays où il y a un ministère de la Culture qui a un vrai budget. On a dépassé le budget de 4 milliards en 2022. Et jamais le budget du ministère de la Culture hors audiovisuel public n'avait atteint 4 milliards en France. On a des budgets ailleurs. Les autres ministères sont tous engagés sur la culture aussi. Les collectivités, c'est 2/3 en fait, de la politique culturelle en France est portée par les collectivités. C'est quand même important de le dire aussi. L'État ne fait pas tout. Et d'ailleurs, on peut s'inquiéter de certains désengagements vis-à-vis de la culture de quelques collectivités. Je pense par exemple à la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais il y en a d'autres. Donc voilà, ce serait trop long de répondre dans le détail, mais ne tombons pas dans la caricature. Bonjour. Merci pour votre leçon inaugurale. Personnellement, la phrase qui m'a le plus frappée, je pense, c'est quand vous avez dit que vous aviez une richesse qui était de parler arabe et français quand vous êtes arrivé en France. Et donc ma question, elle concerne les langues minoritaires en France, les langues régionales. Pourquoi est-ce que l'État français refuse toujours de ratifier la charte des langues régionales européennes, donc la charte européenne des langues régionales? Voilà, merci. Moi, je n'ai pas encore commencé les discussions au niveau européen sur tous ces enjeux, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'au sein du ministère de la Culture, il y a toute une partie du ministère, un département, une délégation à la langue française et aux langues de France. Donc, on travaille sur vraiment la valorisation de ces langues régionales par l'édition des chartes linguistiques dans les régions, le soutien à des lieux. J'ai été à Pau, par exemple, qui a créé un lieu assez passionnant sur les langues... les multiples langues régionales.
Et ça me donne l'occasion de vous parler d'un projet qui me tient à cœur, qui est celui du château de Villers-Cotterêts, qui était avant le château de François Ier, où a été signée la fameuse ordonnance de Villers-Cotterêts, et qui a été abandonné ensuite pendant longtemps, devenu plein de choses, réabandonné, je vous passe les détails. Ça va devenir une cité internationale de la langue française. Mais quand on dit langue française, c'est la langue française en dialogue avec le monde, en dialogue avec les langues multiples de son propre territoire qu'est la France. Ça sera un lieu qui va accueillir des résidences d'artistes, d'auteurs, des spectacles, des débats, des films, qui va accueillir aussi un incubateur avec des entreprises qui travaillent sur les technologies de la langue, la traduction, l'apprentissage des langues. On a fait, par exemple, aussi un dictionnaire des francophones en ligne. C'est assez marrant à utiliser parce que vous pouvez chercher un mot et voir comment d'autres manières de dire ce mot dans d'autres cultures du monde francophone. Au Rwanda, qu'est-ce que ce serait? Au Québec, qu'est-ce que ce serait? Au Liban, qu'est-ce que ce serait? Donc voilà, cette richesse des langues du monde francophone et cette richesse des langues régionales, nous, on l'apporte vraiment au ministère de la Culture dans nos projets. Bonjour, merci beaucoup pour votre très inspirante présentation. J'ai eu la chance de travailler sur le projet de 18 expositions dans 18 villes. Oui, Art de l'Islam, bravo. Ouais, et j'ai compris que c'était un succès aussi régional et un projet de décentralisation qui avait assez bien marché, notamment pour la mise en valeur du patrimoine extra-européen dans les régions. Et je me demandais si des projets de la sorte pouvaient avoir lieu à nouveau, par exemple sur d'autres régions du monde, parce que voilà, ça m'intéresse. Merci beaucoup. Oui, c'est un très bel exemple, merci de le mentionner, parce qu'en fait, c'était une expo conçue par le Louvre et la RMN Grand Palais, mais qui, dans chaque ville, impliquait des partenaires locaux, des collections locales, et développait l'exposition avec des œuvres des collections des musées locaux. Donc cette idée-là a inspiré d'autres établissements et voilà, je sais qu'il y a des discussions par exemple avec le Centre Pompidou qui va fermer pour travaux et qui va forcément développer un peu plus ses collections hors les murs ou d'autres. Donc j'espère que ça va essaimer. Bonjour. En haut. À l'heure où nous sommes en guerre contre la Russie, comment continuer à transmettre le patrimoine culturel russe, qui est très large et qui est une partie essentielle de la construction de nos sociétés occidentales, sans pour autant entrer en conflit avec la stratégie d'isolement qui est à juste titre mise en place par l'Europe vis-à-vis de la Russie? Ça a fait l'objet, nous, de multiples échanges avec nos institutions culturelles au moment du déclenchement de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La ligne qui a été souhaitée par tous les directeurs d'établissements qui ont vraiment une liberté de programmation, je tiens à le dire, on est un pays de liberté de programmation, liberté de création, liberté d'expression, j'y tiens beaucoup. Ça a été de faire la distinction entre des artistes très ouvertement en soutien à Vladimir Poutine et ce qui serait l'ensemble du patrimoine russe ou des artistes qui même, certains, ont mis leur vie en danger pour quitter la Russie, pour devenir dissidents. Donc de ne pas tout mettre dans le même sac. On ne va pas arrêter de jouer Tchekhov, on ne va pas arrêter d'écouter Tchaïkovski, c'est évident. Donc il y a la culture, c'est aussi ce qui permet de relier les peuples par-delà les tragédies, comme je l'ai dit, et nous de maintenir un lien aussi avec la scène artistique russe, notamment dissidente. On en a accueilli certains en France. Ça me permet aussi de dire tout le travail qui a été fait pour l'accueil des artistes ukrainiens, des journalistes ukrainiens également. L'année dernière, avec la chute de Kaboul, on a déployé énormément d'efforts aussi pour évacuer des artistes qui étaient en danger, notamment des femmes, les accueillir en France, continuer de les accompagner aujourd'hui, les connecter à des lieux culturels, des centres d'art, des résidences, et être à leur côté dans la durée. Voilà. Bonjour Madame la Ministre, merci pour votre discours. Mon père est artiste et aujourd'hui il montait une petite structure dans l'art, donc qui vend ses créations, ses objets. Et c'est marrant, on en parlait à dîner il y a 2 jours. Ouais. Il a fait un constat terrible, c'est que depuis la réouverture du Covid, un nombre d'espaces culturels, mais aussi de boutiques indépendantes, de petites librairies dans les territoires en dehors de Paris sont en train de fermer, mais par dizaines. Il y a des dépôts de bilan de tous les côtés.
notamment des boutiques de design, moins des librairies. C'est ce qui nous Les expliquait. librairies, je vous assure que non. Je peux D'accord. vous donner le contact du syndicat de la Ok. librairie française, ils vont vous montrer que non. Ça marche. Et donc on en Il discutait. y en a 120 qui ont ouvert depuis le Covid, des librairies en France, 120. Donc là, je me trompe. Mais surtout lui, donc plus au niveau du design, il m'expliquait qu'il y avait très peu d'aide pour les boutiques dans les petites villes, dans les villages, qui sont quand même des points d'ancrage pour les gens qui n'ont pas accès aux grandes villes pour accéder aux créations culturelles de nouveaux créateurs ou même de créateurs un peu plus traditionnels. Donc ma question finalement, c'est est-ce qu'il y a un plan aujourd'hui pour aider ces commerçants, pour aider la culture à s'exporter vers des territoires un peu moins culturellement favorisés, qui n'ont pas accès à des théâtres ou qui n'ont pas accès à des espaces culturels tout court? Oui, bien sûr. En réalité, nous, il y a eu plusieurs rapports de faits avant moi, dans les précédentes années, sur le tissu culturel en France. Et la plupart de ces rapports montrent qu'il n'y a pas vraiment de zone blanche de la culture. Il y a, par exemple, si je prends les salles de cinéma, on est le deuxième pays au monde qui a le plus d'écrans par habitant. On a un écran pour 10 000 habitants. En fait, on a un tissu de salles de cinéma qui est très, très, très large et dense. Les librairies, c'est pareil. Et comme je vous le disais, vraiment, il y a 1 ou 2 librairies qui a mis la clé sous la porte, mais ce n'était pas lié au Covid. Et il y a eu plus d'une centaine, 120 librairies qui ont ouvert depuis la pandémie, puisqu'au contraire, on a pu voir à quel point la France est une nation de lecteurs. On a vu des files d'attente devant les librairies à la réouverture. Il y a eu des chiffres d'affaires en fait très bons des libraires et du monde de l'édition en 2020 et 2021. Il y a un fléchissement en 2022 à cause de la guerre, à cause de la situation, de l'inflation, etc. Mais tout ça donne quand même des raisons d'espérer. Après, sur les centres-villes, il y a une politique transversale du gouvernement qui s'appelle Action Cœur de Ville. Je vous invite à regarder ça parce que c'est pas mené par le ministère de la Culture, mais nous on s'insère dedans. C'est mené par le ministère en charge du lien avec les collectivités et c'est en lien avec les collectivités parce que forcément là on parle de redynamiser des quartiers, des villes, des centres-villes. C'est pas l'État qui peut le faire seul. Donc c'est une collaboration entre les mairies, les départements, les régions, l'État. Et il y a des incitations par exemple sur les loyers. Alors là je reprends mon expérience précédente de la mairie de Paris, puisqu'on y avait beaucoup travaillé avec les bailleurs sociaux et les bailleurs, enfin les opérateurs immobiliers de la ville de Paris, la CMAEST, la RIVP, etc. Et on faisait un plan des pieds d'immeubles pour y installer des boutiques culturelles, des disquaires, des libraires. Et je pense que ça existe encore sur le site, mais à l'époque, sur le site de la mairie de Paris, on avait comme ça les listes de tous ceux qui ouvraient tous les 6 mois. Et c'était quand même un tissu assez fort. Il y avait une vraie politique de redynamisation des pieds d'immeubles. C'est le cas dans d'autres collectivités. Il faudrait que je regarde plus précisément des exemples à vous donner. Mais déjà, Action Cœur de Ville, c'est l'action transversale du gouvernement. On va peut-être prendre les 6 dernières questions. Il nous reste quoi, 10 minutes? Une dizaine de minutes. Et puis alors, essayez de remonter le micro parce que sinon, vous allez vous casser le dos. Oui, vous êtes tous voûtés sur ce micro. Ah ben voilà, c'est super. Voilà, parfait. Je fais une action pour tous les autres étudiants. Alors bonjour Madame la Ministre, merci pour cette leçon inaugurale. Un peu plus fort. Ouais, du coup, on vous entend moins. Vous êtes la ministre des Arts et vous l'avez rappelé, les arts comme la culture française sont multiples. Mais le rire, la dérision, l'humour, l'ironie, la caricature sont partie prenante de ce qui fait la renommée de notre culture, la culture française. La semaine dernière, invitée d'une émission de télévision, la députée écologiste Sandrine Rousseau, dont les positions politiques sont, vous le savez peut-être, régulièrement parodiées sur les réseaux sociaux, a qualifié la satire dont elle est l'objet de cyberharcèlement et a appelé à engager rapidement des transformations sur ce qui nous fait rire aujourd'hui, sous-entendant que l'on ne peut plus rire de tout. Alors Madame la Ministre, j'en viens à ma question. Dans une société de plus en plus à vif, pouvons-nous et devons-nous rire de tout? Très belle question. Je redis à quel point on est, pour moi, la France, notre force dans le monde, c'est d'être ce pays de la liberté d'expression, qui pour moi est vraiment non négociable. Mais la liberté d'expression est quand même encadrée par la loi, ne permet pas l'appel à la haine, ne permet pas l'antisémitisme, ne permet pas les injures publiques. Quand on insulte quelqu'un publiquement sur les réseaux sociaux ou ailleurs, vous ou d'autres, des personnalités politiques, si vous portez plainte, c'est passible d'une amende de jusqu'à 12 000 €, je crois.
Donc, dès qu'on entre dans le registre de l'insulte, de l'injure publique, de l'incitation à la haine, là, heureusement qu'on a tous les garde-fous pour protéger les victimes. Tout le reste, pour moi, relève de ce champ très vaste de la liberté d'expression, de l'humour, de la parodie, de la satire, de la caricature, d'un certain droit à l'irrévérence qui fait partie complètement de l'ADN français. Rappelons-nous que des dessinateurs sont morts pour ça. Rappelons-nous qu'un professeur des écoles a été assassiné pour ça. Donc ce droit à la caricature, ce droit à la satire, il fait partie intrinsèque de notre histoire, de nos valeurs et de notre liberté d'expression. Ça ne se négocie pas. On peut se moquer les uns des autres. Après, le cyberharcèlement, c'est un vrai sujet. Pour les jeunes, notamment les adolescents, ça peut mener à des drames, à des suicides. Et ce n'est pas forcément fait de manière très évidente en matière d'insultes, d'injures. Ça peut être très insidieux et à force de répétition, ça peut affaiblir de manière dramatique des personnes. Donc je prends aussi ce sujet très au sérieux. Je pense qu'il faut d'ailleurs, avec les plateformes Google, Facebook, etc., aller encore plus loin sur la régulation des contenus et qu'ils doivent eux-mêmes prendre en main. C'est leur responsabilité aussi. Mais est-ce qu'il peut y avoir des évolutions législatives au niveau européen? On travaille sur un DSA et un DMA au niveau européen pour réguler le numérique. La haine en ligne, c'est un vrai sujet. Bonjour Madame la Ministre, merci beaucoup pour votre intervention. Moi, je me rappelle des quelques questions à l'oral de Sciences Po, justement, sur nos expériences culturelles, et je me rappelle avoir donné en retour que des expériences très personnelles, très familiales, et qui faisaient absolument pas partie de mon cursus, ni au collège, ni au lycée. Moi, j'étais dans un lycée de banlieue très classique, et on a eu, de la 6e à la terminale, aucune sortie culturelle. Moi, je me demande justement comment est-ce qu'on peut faire de la culture un lien fort entre les élèves et quelque chose qui fait vraiment partie du cursus à l'école de n'importe quel élève pour justement donner de la chance à tout le monde, parce que autour de mon lycée de banlieue, je me rappelle que très peu de gens allaient à la scène nationale qui était juste à côté de chez nous. Voilà, c'est une question très large. Merci beaucoup. C'était où, pardon, votre ville? C'est Brunois, c'est dans la banlieue en Essonne. En Essonne. Mais c'est une zone qui pourtant a un tissu culturel assez riche, mais dont les collectivités se servent pas beaucoup, et les élèves n'y vont pas forcément. En tout cas, surtout en fonction de leur milieu culturel. Ouais, ce que vous démontrez, c'est que tout seul, on ne peut pas y arriver. C'est vraiment ce que je disais sur une mobilisation collective, État, collectivité, milieu scolaire, rectorat, directeur d'établissement. Donc avec ce pass culture dès le collège, on voit déjà les disparités, on y travaille. Il y a ceux qui sont tout de suite très investis et il y a ceux qui ne vont pas dépenser leurs 25 € par élève par classe alors qu'on leur donne les moyens de le faire. Donc il y a un sujet de formation des enseignants. On développe aussi un site qui va s'appeler l'Institut national supérieur de l'éducation artistique et culturelle à Guingamp, qui va permettre de faire des modules de formation pour les enseignants, pour les former davantage à l'éducation artistique. Il y a le sujet parfois des transports scolaires. En ce moment, on sait qu'il y a des pénuries de chauffeurs de bus, que ça complique les choses pour les sorties. En zone rurale, c'est un vrai sujet, donc on est en train de travailler avec le Pass Culture sur des offres groupées, sorties plus transport, pour essayer de travailler là-dessus. Donc c'est un ensemble d'enjeux, mais ça vient aussi au départ de la mobilisation des enseignants quand on est dans le cadre scolaire. Allez, plus que 4 minutes. Hello, Minister. I'm afraid you should have to forgive me for speaking English. No worries. Because I don't know French at all, sorry. Hello, Minister. Thank you for your speech, and I can feel your enthusiasm in making a lifelong culture influence to French people. And as a Chinese student, I'm quite interested in cultural exchange during my undergraduate time. And actually, I also did research about French culture diplomacy for my undergraduate thesis.
Actually, we Chinese people are all expecting to promote China-France culture exchanges. So my question is about what will be the aspect that you expect to do in promoting culture exchange between China and France? Thank you. Thank you. It's true that after COVID, we need to relaunch many cultural cooperations with Asia in general and China in particular. The best way to do it is through the institutions, through the cultural institutions. So when the Centre Pompidou opens Centre Pompidou in Shanghai, that's a way to work directly with the artistic scene there. Our design industry is also very much connected to China, and we have many opportunities there. Regarding cinema, we can support co-productions through the CNC, the Centre National de Cinéma in France. We have many tools to do it. And as you know, France, we have this network of cultural attachés in all the embassies. China has a very strong department for culture, as in New York, as in many major marketplaces. So for contemporary art, for design, for cinema, all the creative industries, this is a very important moment to develop this cooperation. If you have some ideas, don't hesitate, we can discuss. You might have new partners to suggest or new ideas. Bonjour Madame la Ministre et merci de nous avoir consacré un peu de votre temps, qui doit être très contraint. Je veux d'abord vous dire que je suis très sincèrement admiratif de votre engagement pour les enfants. Et en cela, je trouve que le Pass Culture est une formidable opportunité, particulièrement pour les enfants issus des familles les plus modestes, qui ont un accès accru à la culture et encouragé à la culture. Néanmoins, je voudrais vous interroger sur l'accessibilité du Pass Culture, qui est de fait distribué à tous les enfants, et peu importe leurs conditions sociales, ce qui donne lieu à des stratégies très différenciées. Pour faire simple, 1 euro dépensé dans une famille aisée n'a pas le même impact sur la vie future qu'1 euro dépensé dans une famille plus modeste. Aussi, je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que le Pass Culture est une mesure qui est là pour stimuler la consommation culturelle, ou est-ce que c'est réellement une politique de redistribution culturelle? Les deux. C'est le fameux « en même temps », cher à Emmanuel Macron. Non, plus sérieusement, je pense qu'on a, pour les jeunes défavorisés, le Pass Culture, au-delà de l'application, a des dispositifs particuliers, travaille avec les écoles de la deuxième chance, avec des lycées prioritaires, les lycées professionnels. Ils ont en fait à côté toute une politique et des équipes. On a un chargé de développement du Pass Culture dans chaque région et sa mission est de travailler plus en direction de ces publics plus éloignés, plus défavorisés. Donc en fait, ce que vous ne voyez pas sur l'application a lieu autour. Et moi-même, par exemple, quand j'ai été à Cannes, c'était mon premier déplacement en tant que ministre quand j'ai été nommée, j'ai rencontré une vingtaine de jeunes du Pass Culture qui venaient de Lille et de Roubaix, et je vous assure qu'ils n'avaient pas du tout les moyens d'aller au cinéma d'habitude. Ils avaient fait partie de ce projet un peu particulier que le Pass Culture avait fait via des relais là-bas dans le Nord, et ils avaient pu passer 3 jours à Cannes. On a monté les marches ensemble, on a échangé, ils ont rencontré des artistes, ils ont vu des films. Ça a été une expérience assez inoubliable pour eux. Ça se voit pas forcément sur l'application quand vous l'ouvrez, mais ça existe. Donc je tiens vraiment à le dire. Après, pour ce qui est des autres, de tous les jeunes, on a quand même un vrai sujet aujourd'hui qui est la fréquentation des lieux culturels et des librairies par la jeunesse, pour penser dans 20 ans, dans 30 ans, ce qu'ils vont devenir, qui vont être les publics qui vont les fréquenter. Et c'est pas parce qu'on est un jeune favorisé au sens social ou financier du terme qu'en fait on va plus au théâtre ou plus au cinéma. Nos études montrent que pas tant que ça. C'est pas une question d'argent, c'est une question d'habitude, parce que Netflix a remplacé la sortie du samedi soir au cinéma quand j'avais votre âge. Et à part les festivals pour les concerts, on avait quand même une perte de fréquentation de la jeunesse. Très inquiétante pour le cinéma, beaucoup aussi pour le théâtre, un peu moins pour le livre, mais quand même. Et donc, on a un besoin de reconnecter la jeunesse à ces lieux.
Et comme sur le Pass Culture, on ne peut pas commander sur Amazon. En fait, le livre, par exemple, vous êtes obligé d'aller en librairie, de pousser la porte, de rencontrer un libraire, d'échanger avec lui. Et là, en général, en plus, vous ressortez avec pas seulement le manga ou le livre que vous pensiez acheter, mais un autre roman, un livre de cuisine, de ce qu'on me dit, un livre sur le féminisme. Enfin, je vois un peu ce qui monte dans les livres qui se vendent le mieux via le Pass Culture. C'est beaucoup plus diversifié que les mangas. Et ça permet de reconnecter notre jeunesse avec ce tissu de librairie dont on parlait dans toutes les villes de France. Donc ça, j'y crois beaucoup aussi. Pour moi, c'est deux stratégies complémentaires et parallèles. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour Madame la Ministre. Je vais vous parler d'un projet qui a beaucoup plu à Monsieur Vichra. Au premier étage de la Tour Eiffel, en fait, il y a des noms d'hommes scientifiques. Et ce que je vous propose, c'est qu'on ajoute des noms de femmes scientifiques au deuxième étage. J'espère que l'idée vous plaît. Elle a beaucoup plu à Emmanuel Macron et à la maire de Paris. Ça relève de la maire de Paris, la Tour Eiffel. Donc c'est pas à moi de m'exprimer. Ça me semble une bonne idée aussi, mais je les laisse juger. D'accord, merci beaucoup. Et je vous invite le 25 octobre à l'Observatoire de Paris, ainsi que M. Vichra et M. Martin. Oui. On a une petite surprise pour vous. Voilà, c'est l'association Défi Sorbonne avec Sorbonne Université. L'association, redites ? Défi Sorbonne. Défi Sorbonne. Voilà, vous êtes invités. C'est noté, 25 octobre. Je fais signe à mes équipes pour voir si ça marche dans l'agenda. Est-ce qu'il reste une dernière question, c'est ça ? Une toute dernière. Oui. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour et merci pour votre présentation. On n'a plus beaucoup de temps et c'est une question très large. Mais je voulais savoir, du coup, dans le secteur de la culture qui a été très touché par l'affaire MeToo et par beaucoup de dénonciations dans le cinéma, dans le théâtre, dans l'opéra, etc., je voulais savoir si vous aviez des idées, des plans concrets pour votre travail à venir, pour permettre, dans un secteur qui est encore majoritairement dirigé par des hommes, une capacité d'expression, d'écoute et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans tout cet immense secteur-là. Je voulais savoir quelles étaient vos idées, vos plans, etc. Merci. Merci de cette question, c'est hyper important. Premier défi, la parité, ça passe par les formations, plus de femmes à toutes les étapes des formations. Les nominations, plus de femmes nommées à la tête de nos lieux culturels quand ça dépend de l'État. Meilleure répartition des moyens de production aussi. Par exemple, on le voit dans les compagnies en spectacle vivant ou dans les directions de théâtre que les femmes dirigent des théâtres qui sont bizarrement moins financés que ceux qui sont dirigés par des hommes. Ce sont des exemples précis sur lesquels on travaille. Deuxième défi, la lutte contre les violences et le harcèlement sexuel et sexiste. Ça, j'en profite pour rendre hommage à Roselyne Bachelot qui a porté avec beaucoup de détermination ce combat quand elle était ministre et que, évidemment, je poursuis et je poursuivrai avec la même conviction. On a mis en place une conditionnalité des aides, c'est-à-dire que les subventions du ministère de la Culture dans tous les domaines du ministère de la Culture sont soumises à... Chaque structure doit avoir prévu une charte, des formations, des actions de sensibilisation au sein de sa structure, mis en place des référents, nous on a mis en place des numéros d'appel, on a mis en place tout un process d'alerte et de prise en compte des alertes pour lutter contre ces violences et ce harcèlement. Sur les festivals cet été, j'ai fait le tour de plusieurs festivals avec lesquels on a échangé aussi sur comment mieux créer un cadre sécurisant pour tous ceux qui vont en festival, les femmes mais aussi les hommes qui peuvent se sentir harcelés, il n'y a pas que les femmes. Et on a mis en place une application qui a été conçue avec le Centre national de la musique et financée en partie par le ministère de la Culture qui s'appelle Safer. Et quand vous êtes sur un festival en géolocalisation, vous pouvez appeler au secours ou trouver un stand, vous adresser à quelqu'un qui va vous accompagner si vous vous sentez harcelé. Donc on a mis en place un certain nombre de choses très précises comme celle-là, mais après c'est une sensibilisation de tous les instants auprès de l'ensemble des champs de la culture. Hélas, on va devoir vous libérer. On va devoir s'arrêter, pardon. Envoyez-nous au ministère vos questions si vous avez besoin. Une toute dernière alors. Toute dernière question. Bonjour Madame la Ministre, merci beaucoup pour votre temps. Vous avez fait partie de la délégation qui s'est rendue en Algérie il y a une dizaine de jours. Oui. Est-ce que vous êtes optimiste quant à l'avenir de la relation franco-algérienne quand il y a si peu de bons arabophones en France et quand il y a si peu de gens qui s'intéressent
à l'islam maghrébin ou à l'histoire des civilisations maghrébines. Merci beaucoup. Moi, je suis une éternelle optimiste et en l'occurrence, s'agissant de l'Algérie, je suis vraiment optimiste. Je trouve qu'il y a un travail assez colossal qui a été engagé avec beaucoup de courage par Emmanuel Macron et grâce à ce chantier qu'a ouvert Benjamin Stora avec son rapport où il a embrassé un certain nombre de sujets, de champs pour tenter d'apaiser ces mémoires plurielles, ces mémoires blessées. La culture y prend toute sa part des deux côtés. Nous, on a aussi le ministère des Archives, donc par exemple, ouvrir les archives de manière anticipée, permettre aux historiens de s'en saisir, de travailler dessus, de chercher et de regarder l'histoire en face, de chercher la vérité sur certains moments historiques, ça c'est très important. C'est toujours un aller-retour entre le passé à comprendre mieux et le présent à apaiser et le futur à construire. Donc c'est ce travail-là. Et moi, sur les 3 jours en Algérie, j'ai rencontré des artistes, des entrepreneurs, des chercheurs, des universitaires, des musiciens, enfin des gens d'une extraordinaire énergie qui ont envie de travailler avec la France. On a un projet de créer un lieu qui sera très probablement à Montpellier, un musée, une maison, un institut. Le titre n'est pas encore définitif. Certains étudiants de Sciences Po, d'ailleurs, ont accompagné les réflexions autour de ce projet, autour de Cécile Renaud qui les avait embarqués dans l'aventure. Donc un lieu qui sera dédié à cette histoire particulière entre la France et l'Algérie et ouvert à la création contemporaine d'aujourd'hui, parce que c'est avec les artistes d'aujourd'hui qu'on peut aussi penser ces plaies, penser PEN et AN. Voilà. Merci beaucoup. Gardons espoir. Merci à tous.